visiteurs les moins grands à rester près de la fenêtre et les plus grands à monter quelques marches en plus pour bien rester dans l'axe de la fenêtre. Voilà, merci beaucoup. Exactement, on va faire comme une photo de classe, les petits devant, les grands derrière. Voilà, les plus grands, vous pouvez monter quelques marches en plus pour bien rester dans l'axe de la fenêtre. Et les moins grands visiteurs, vous pouvez venir près de moi près de la fenêtre. Voilà. Allez-y, la place, n'hésitez pas. Voilà. Allez-y, vous pouvez vous rapprocher. Ah, je ne mange pas. Je vais bien manger ce midi. Ok, tout le monde est bien installé. Personne qui me fasse équilibrer dans les marches. Ok, alors. Je vais demander à nos visiteurs qui ont les meilleurs yeux parmi nous, qu'est-ce que vous voyez à la fenêtre? Un toit, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord pour dire qu'on voit le toit? Ok. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler que du toit. On va parler avant tout de l'alignement de ces toits, c'est-à-dire l'alignement du palais des Ducs à cet endroit de la ville, qui n'a absolument rien d'une coïncidence. Pour pouvoir en parler, on va remonter un petit peu plus loin que le XVe siècle, on va retourner au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc à l'époque gallo-romaine, où Dijon n'était pas encore une ville, c'était ce qu'on appelle un castrum, une sorte d'aire de repos fortifié, donc, qui était utilisé par les Romains entre deux grandes villes, et qui faisait à peu près 11 hectares, c'est-à-dire la taille de 2 stades mis côte à côte autour de la future place de la Libération, enfin la future mairie qui se trouve derrière moi, donc la place de la Libération qui est à peu près de ce côté. Alors pour vous donner une idée d'échelle, on vous a fait une petite carte que je vais vous montrer. Est-ce que tout le monde voit bien la carte? Vous la voyez? Parfait. Donc ici, on a la taille de notre centre-ville actuel. C'était la taille que faisait Dijon à l'époque des ducs de Bourgogne. Et on voit au milieu qu'il y a une petite bulle grise autour de la place de la Libération. Donc, eh bien, c'était la taille que faisait le castrum construit par les Romains. Donc, on voit qu'il y avait une ceinture de forteresse pour empêcher les barbares de constamment envahir cette place. Et pour ceux qui sont plus près, eh bien, on peut voir que le palais a été construit sur la base de l'ancienne forteresse. Donc ça veut dire que quand on suit techniquement l'alignement du palais des Ducs dans la ville, on peut deviner l'alignement de l'ancienne forteresse. Et d'ailleurs, on a gardé un petit morceau de cette forteresse dans l'ancienne église Saint-Étienne qui est devenue le musée François Rude. Donc François Rude, de l'autre côté de la place de la Libération, qui sera aussi ouvert mercredi. C'est un petit musée de 2 salles, donc n'hésitez pas. Tout le reste sera détruit au XIIe siècle pour permettre à la ville de se développer. Donc on aura encore une forteresse construite par les ducs qui va rester en place jusqu'au XIXe siècle. Et celle-ci ensuite tombera parce qu'on aura besoin de plus d'espace pour la nouvelle invention qui est la voiture. D'où la création des futurs boulevards, là où il y avait la forteresse. Et encore une fois, de cette deuxième forteresse, on va en garder des morceaux, et notamment des portes. Alors, à tout hasard, est-ce que vous connaissez des portes célèbres à Dijon, dans le centre-ville? Darcy. Exactement, vers le jardin d'Arcy, donc vers la place d'Arcy, vous voyez la porte Guillaume. Eh bien, c'était une ancienne entrée dans le centre-ville, qui ressemble un peu à l'Arc de Triomphe de Dijon aujourd'hui. Et si vous allez aussi vers la rue Monge, là où les rails du train se sont alignés avec la forteresse, vous voyez des blasons sous le pont. C'était encore une ancienne entrée dans le centre-ville. Alors d'ailleurs, en parlant de portes, j'imagine que vous vous demandez ce qu'il peut bien y avoir derrière ces portes tout autour de nous. Bien, derrière ces portes, comme on disait tout à l'heure, il y avait les anciens appartements des ducs et de sa famille. Et précisément derrière cette porte-ci, nous avons l'ancienne salle des festins qui est aujourd'hui la salle des tombeaux des ducs. On continue? Allez, c'est parti. Alors, attention, merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on a fait monter notre BPM pour la semaine, on va pouvoir parler de l'intérieur de la tour. Alors, pour nos visiteurs qui ont les meilleurs yeux parmi nous, est-ce que vous sauriez trouver quelque part autour de nous une sculpture moitié humaine, moitié végétale autour de nous? Oui, 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 oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça avec un visage, ok. Ok, donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que globalement on voit un visage avec des feuilles qui sortent de sa bouche? Vous le voyez? Oui, parfait. Alors en fait de feuilles de vigne, il s'agirait peut-être ici plutôt de feuilles d'acanthe, cette espèce de fougère sauvage qu'on voyait beaucoup à l'époque gothique, sachant que durant l'époque de Philippe le Bon, on était vraiment en
plein dedans. Globalement, ces figures, c'est ce qu'on appelle l'homme feuillu. C'est une figure qu'on va retrouver absolument partout, donc en Bourgogne, alors à Nuit-Saint-Georges, à Beaune, à Auxerre, etc. Et on va même la retrouver une deuxième fois à Dijon, derrière Notre-Dame, dans la rue Verrerie, où ce sera dans la sculpture d'une maison un homme avec des moustaches en forme de feuilles. Alors, cette figure est tellement ancienne que c'est difficile de la dater précisément. Pour nous, elle a toujours plus ou moins été là. On pense qu'elle viendrait peut-être des Celtes, une civilisation qui est venue en Europe de l'Ouest avant les Romains, puisqu'elle apparaît dans leur mythologie sous le nom de l'homme feuillu, et dans la mythologie des Anglo-Saxons, on peut retrouver des hommes verts, comme ils les appellent, des green men, dans des châteaux en Angleterre, et donc ils représentent dans la mythologie celtique la renaissance du printemps chaque année par la symbiose de l'humanité et de la nature en harmonie dans un seul élément, comme une sorte de porte-bonheur, si vous voulez. Ok, un peu plus facile maintenant. Est-ce que vous pourriez trouver un animal autour de nous? Oui, ok. La chauve-souris, ok. Alors pour ceux qui sont plus près, est-ce que vous voyez des formes qui ressortent sur les ailes de la chauve-souris? Oui, vous voyez les petits ronds sur les ailes? Eh bien, ces petits ronds, c'est tout simplement... Ce sont des clous sur les ailes de la chauve-souris. Oui. Alors encore une fois, il s'agit d'un porte-bonheur qui devait protéger les ducs des forces du mal, mais qui nous vient cette fois-ci d'une tradition bien concrète, puisqu'elle a existé au moins jusque dans les années 1930, voire 60, dans certaines campagnes en France, qui consistait à clouer des créatures de la nuit sur les portes des granges et des maisons. Donc des chauves-souris, des chouettes, des hiboux, etc. Parce qu'on pensait que ces animaux étaient les messagers des démons de la nuit. Et donc c'était une manière de les avertir qui disait « Si vous essayez de rentrer dans ma demeure, voici ce qui risque de vous arriver. » Voilà, je sens que j'ai lancé un froid dans l'assistance quand j'ai dit ça. Alors, juste pour vous rassurer sur ce sujet, nos chouettes à Dijon sont là pour vous porter chance, mais elles préfèrent un petit câlin sur la tête. De la main gauche, très important. Et pourquoi d'ailleurs? Alors pourquoi de la main gauche? Parce que c'est la main qui mène au cœur. Et alors pourquoi la chouette, la statue qu'on retrouve au pied de Notre-Dame, alors on a énormément de théories à ce sujet. Celle qui est le plus acceptée, c'est que la chouette, c'était le compagnon d'Athéna, donc son petit symbole qui représentait la sagesse et la guerre, et c'était des valeurs qu'on attribuait aux dirigeants de Dijon, et aussi bien sûr au duc de Bourgogne. Donc en se plaçant sous la protection de la chouette, eh bien, on se met sous la protection de Dijon lui-même. On continue? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je me permets de laisser un petit peu de place sur les marches ici, parce que nous avons vu des plantes, nous avons vu des animaux. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver quelque part autour de nous une sculpture avec des hommes? Autour de nous. Alors pour vous, ce sera peut-être un peu plus difficile. Oui, on va les avoir juste ici, exactement. Donc voilà, vous pouvez vous installer derrière moi si vous souhaitez mieux les voir. Alors, petite question, vous voyez combien de personnages? 3. Alors on va se concentrer sur les deux le plus à droite. Selon vous, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils portent? Les pierres, ok, donc on voit un bloc de pierre entre deux. Quoi d'autre? Ok, on voit une feuille de vigne qui est déjà sculptée dessus, intéressant ça. Ok, quoi d'autre? Les marteaux à la ceinture, ok. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est leur métier à ces personnes? Les tailleurs de pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? C'est peut-être des tailleurs de pierre? Oui, ça a l'air crédible, effectivement, oui. Alors vous avez à peu près raison. C'est ce qu'on appelle dans le compagnonnage des tâcherons. Donc ceux qui font les tâches les plus difficiles dans la tour. Donc on voit qu'ils ont déjà un bloc de pierre entre deux et avec une petite feuille de vigne. Ils ont des marteaux à la ceinture et très intéressant, on peut voir qu'ils ont des tuniques très courtes parce qu'ils ont besoin de bouger beaucoup pendant la construction. Et d'ailleurs, ces personnes-là, ces tâcherons, faisaient donc ce qu'on appelle des blocs de pierre qu'on appelait des tâches, et à l'époque, ils n'étaient pas payés à l'heure ou à la journée, mais à la tâche, donc au nombre de blocs qu'ils devaient construire. Et pour être sûr d'être payés à la hauteur de leurs efforts individuels, ils devaient laisser des petites marques, donc des marques de tâcherons, qu'on va retrouver sur les blocs qu'ils ont construits. Et bien, par exemple, on en a un juste à côté de la fenêtre. Voilà, donc le double X qu'on va avoir ici, ça c'est une marque qui a été laissée par un tâcheron. Et on va en retrouver encore un autre, donc il sera un peu plus petit, au-dessus de notre escargot. Vous voyez un double X avec un espèce de petit V. Voilà, ça c'est encore la marque d'un autre tâcheron. Donc n'hésitez pas, pendant notre petite visite de la tour, notre exploration, à laisser votre regard vous promener un petit peu partout. Peut-être que vous trouverez encore d'autres marques laissées par d'autres tâcherons au passage. Alors, maintenant, on va s'intéresser au personnage de gauche. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il porte?
un compas dans la main droite, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est difficile de voir. Une équerre, oui, exactement. On voit une règle et une équerre au-dessus de sa tête, absolument. Alors, un compas, une règle et une équerre. À votre avis, qu'est-ce que c'est son métier à cette Architecte. personne? L'architecte, exactement. Mesdames et messieurs, je vous présente l'architecte de la tour. Alors, on pense qu'il s'agirait de Jean Poncelet, qui aurait préparé donc tous les travaux pour la tour. Donc, on voit qu'il a un compas dans la main droite, il a une règle et une équerre au-dessus de sa tête. À sa ceinture, ce n'est pas un marteau, mais une bourse d'or, parce que c'est lui qui paye les ouvriers. Et très important aussi, la différence dans les tenues. Celui-ci a une tunique beaucoup plus longue parce qu'il appartient à un statut social supérieur à ses ouvriers. Il est plus riche, donc il peut acheter plus de tissus et surtout, il n'a pas besoin de bouger autant. Allez, courage, on y est presque. Je vois beaucoup de curiosité dans les yeux de nos chers visiteurs, avec une question secrète qui brûle sur toutes les lèvres. Pour y répondre concrètement, non, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet. Non. Alors, on va faire travailler notre mémoire un peu. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de marches dans la tour? 16. 316, exactement, 316 marches dans la tour. Alors, à votre avis, on a combien de marches à ce niveau? À peu près. Centaine. Centaine, un peu plus. 120, un peu plus. 30, 120, un peu plus. 150. Non, 50, même plus. 200, vous pensez? C'est votre dernier mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord à peu près? Oui, on va dire oui par défaut. Et non, vous avez absolument raison. On a 200 marches à ce niveau. Alors maintenant, un peu de calcul mental. 316 moins 200, ça fait combien? 116. Ça fait 116 marches, n'est-ce pas? Il nous reste 116 marches avant d'arriver au sommet. Et je vous annonce aussi qu'il s'agit de notre dernière pause avant d'arriver au sommet. Donc n'hésitez pas pendant cette dernière anecdote à bien rouler vos chevilles, à prendre une grande respiration et à boire un petit coup parce que ça va piquer un peu. Ok? Alors, on a parlé des plantes, on a parlé des animaux, on a parlé des ouvriers, on a parlé de l'architecte. Maintenant, il nous reste une personne qui n'a pas été mentionnée et qui a donné son nom à la tour. De qui il s'agit? Le bon. Philippe. Le bon Philippe, exactement, Philippe le Bon, qui s'est représenté quelque part à ce niveau. Alors ce sera quelque part au niveau des voûtes d'ogives, donc témoin de l'époque gothique flamboyante à son époque. C'est le terme qu'on utilise juste avant la Renaissance et on retrouve le maximum d'ornements. Et en parlant d'ornements, on ne va pas le retrouver avec un portrait, mais avec son symbole. Le symbole qu'on verra d'autant mieux sur la frise juste ici. Alors encore une fois, qu'est-ce que vous voyez? Couronne. Alors vous êtes d'accord, vous voyez les couronnes? Oui? Ça a l'air, oui, ok. Eh bien, ce ne sont pas des couronnes, ce qu'on voit ici. Des lettres peut-être? Alors ce sera quelle lettre dans ce cas? Le L, le E. Peut-être un E, peut-être alors ni un L ni un E. Un B peut-être, oui, le B de Lyon, peut-être le B de Bourgogne. Oui, on en a qui ont été un peu détruits, qui font penser à d'autres lettres. Mais on verra quand même un objet ici. Et qu'est-ce que ça peut bien être comme objet selon vous? Eh bien, l'objet qu'on va avoir ici, c'est un briquet. Un quoi? Un briquet, oui, bien sûr. Alors, je comprends tout à fait votre surprise, bien entendu. Vous vous dites, mais attendez, elle a mélangé ses fiches ou quoi? Mais c'est parce que ce qu'on voit ici, ce ne sont pas nos briquets Bic. Il s'agit de ce genre de briquet. Donc des briquets qu'on appelait des fusils à cette époque, et avec lesquels on utilisait une pierre à feu. Les pierres à feu qu'on peut voir entre les briquets au passage. Et ensuite, on se servait de l'un ou de l'autre comme celui. Voilà, deuxième prise. Et c'est comme ça qu'on faisait du feu à l'époque de Philippe le Bon. Bon, alors maintenant, j'imagine votre deuxième question. Pourquoi Philippe le Bon a choisi le briquet pour se représenter? Eh bien ça, voyez-vous, c'était une manière d'envoyer un message à ses ennemis qui dira « Si vous frottez à moi, si vous voulez créer du feu, vous subirez les étincelles et vous en subirez les conséquences. » Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, dans son portrait de lui que je vous ai montré, donc en vous parlant du briquet, eh bien il s'avère qu'il était sous notre nez depuis le début. Mais où est-ce qu'on va le retrouver d'après? Sur le cou. Sur le cou, exactement, on va le retrouver entrecroisé dans les mailles de son collier. Et qui vont mener à quoi d'ailleurs? Qui vont mener au médaillon de la Toison d'Or, le nom de son armée en Bourgogne. Donc si vous voulez le voir d'un peu plus près, je vais vous montrer.
Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes familier avec ces carrés dorés, c'est sans doute aussi parce que c'est aujourd'hui le logo du musée des Beaux-Arts qu'on va retrouver de l'autre côté de la tour. Voilà. Alors d'ailleurs, on a une théorie qui dit que la deuxième raison pour laquelle il a choisi le briquet, c'est parce que dans les boucles du briquet, on va retrouver les cornes du bélier de la toison d'or. Voilà, qu'on va voir juste ici. Alors d'ailleurs, souvenez-vous que Philippe le Bon avait été traumatisé par l'assassinat de son père, Jean sans Peur, pendant la guerre de 100 ans, contre laquelle il s'est battu contre Charles VII pour avoir la couronne de France. Il a perdu malheureusement. Et justement, c'est en souvenir de cette guerre et de la mort de son père qu'il a souhaité faire passer ce message à ses futurs ennemis. D'ailleurs, c'est un certain George R.R. Martin qui va énormément s'intéresser à l'histoire des ducs de Bourgogne pour sa série Game of Thrones, le trône de fer, pour la petite anecdote. D'accord. Et c'est la fin de notre anecdote. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire. J'espère que tout le monde est bien prêt, parce que comme dirait Philippe, ça va chauffer. Alors attention à vous, on est parti. Et voilà pour nous. Et ben vous êtes le premier, bravo. Bravo, L'habitude, bravo. l'habitude. Et bien voilà, la visite de la tour de Philippe le Bon est terminée. J'espère que vous n'avez pas été trop fatigué par toutes ces 316 marches. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt les castors. Bye bye.